Alors, je vous fais une petite vidéo assez rapide pour aider un petit peu ceux qui galèrent ou qui commencent le reverse engineering. Et là, on va s'attaquer en fait à un exercice que l'on trouve dans le cursus 42, dans la spécialisation cybersécurité, plus précisément dans la piscine cybersécurité. Je fais cette vidéo parce que j'ai passé un petit peu de temps quand même à me renseigner un peu sur tout, parce que je trouve que quand même pour surtout la communauté francophone, le reverse engineering, il n'y a pas tant de vidéos qui parlent de ça. Et encore plus que ce soit pour les exercices de spécialisation 42, donc je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo pour rentabiliser un peu les heures que j'aurais passées dessus, à vous permettre à d'autres d'économiser un peu de temps. Donc je vais essayer d'aller quand même au plus concret au niveau des explications, je vais pas non plus m'attarder trop dessus, mais on va voir à peu près le gros et comment moi je me suis comportée pour arriver à déchiffrer un binaire, à trouver le mot de passe, à comprendre le code et derrière à le réécrire en C. Donc je vais pas vous donner juste les réponses comme ça, je vais essayer d'expliquer un peu toute la démarche, comme ça vous saurez à peu près toutes les commandes que j'ai utilisées et comment je me suis débrouillée pour réussir l'exercice. Donc je ne sais pas exactement si le code en C que j'ai trouvé jusqu'à présent est bon à 100% parce que je ne l'ai pas encore fait corriger, mais malgré tout j'ai réussi à créer un code qui à la fois répond aux exigences du binaire de base qu'on nous a fourni et à la fois qui semble quand même très cohérent dans l'ensemble vis-à-vis du binaire que moi j'ai étudié. Donc je vais vous fournir dans la description de cette vidéo un lien GitHub qui va vous permettre d'avoir accès à tout ce que je vais vous montrer exactement là au niveau des fichiers. Je vais vous envoyer aussi sur quelques sites si vous voulez aller un peu plus loin. Des sites dont moi je me suis servi pour répondre à cet exercice et qui pourraient peut-être vous aider dans votre avancée et dans une spécialisation cybersécurité. C'est toujours bien de savoir en fait les outils que vous pouvez utiliser, à quoi ils servent, etc. Donc en description, vous avez au minimum, je pense, un lien GitHub que je vais vous laisser pour pouvoir télécharger un peu tout ce que je vais vous montrer avec tous les commentaires, avoir accès et pour bien vous poser sur le code, même si vous voulez vous y pencher un peu plus. Donc trêve de bavardage et rentrons un petit peu plus dans le cœur du problème. Donc, remise en contexte, 42 vous donne un sujet dans lequel il vous laisse 3 binaires, c'est-à-dire que vous avez en fait un code qui est compilé. Vous n'avez pas le code, vous ne pouvez pas avoir accès au code. D'ailleurs, si vous voulez voir l'intérieur, là en l'occurrence, je sais même pas s'il peut vous l'afficher, mais en l'occurrence, vous n'avez pas accès au code. C'est juste donc la compilation du code en question qu'on vous donne, donc le binaire. J'avais jamais touché vraiment à ça, je m'étais jamais posé de questions pendant le cursus vis-à-vis de ça. J'étais tout le temps passée par le C, je cherchais pas trop à comprendre et juste à me débrouiller à faire mes fonctions, etc. Mais du coup, voilà, on vous laisse un code compilé et on vous demande tout simplement d'observer le comportement de ce code et derrière de, premièrement, trouver le mot de passe parce que c'est un code en fait qui en fait a pour but de vous demander un mot de passe et si vous trouvez le bon mot de passe, c'est parfait, vous avez compris, hein. Vous avez déchiffré le code, et vous passez, soit vous trouvez pas le mot de passe et auquel cas ça passe pas. C'est juste donc un code qui a pour but de recevoir un mot de passe, de traiter le mot de passe et s'il répond aux exigences du code en question, ce sera bon et sinon il vous mettra faux. C'est tout con. Donc la première étape à faire généralement, pour moi cet exercice, en fait dans le sujet il vous demande de passer par une VM. Moi je me suis pas compliqué plus la vie, je me suis fait un petit Dockerfile en rapide, donc j'ai pris j'ai installé quelques dépendances supplémentaires notamment pour pouvoir faire un peu de reverse engineering avec de bons outils. Donc de base, eux, ils recommandent dans le sujet même d'utiliser GDB. Donc j'ai téléchargé, mais je vais vous expliquer, en fait, moi j'ai pas du tout, si j'ai passé quand même quelques heures dessus, mais c'est pas du tout ce qui m'a aidé à trouver la solution. Ensuite t'as strace, ltrace, ensuite t'as file aussi qui m'a aidé. Et on a à peu près fait le tour de tout ce qui a pu vraiment beaucoup m'aider pour déchiffrer en fait ce code. Et après il y a d'autres outils supplémentaires mais dont je vais vous parler juste après. Donc la première chose que je fais généralement vis-à-vis de ça, ça va être de taper file avec le nom de... Donc là c'est une fois que j'ai lancé mon Docker, que je l'ai initialisé, etc. Là j'ai mis des petits commentaires pour vous aider à vous repérer et un peu dans tout ce que je vais vous donner, j'ai mis des commentaires un peu partout pour que vous compreniez pourquoi en fait à chaque fois il y a des lignes, à quoi elles servent, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc là une fois que j'ai lancé mon Docker voilà que tout a été run, etc. Donc j'ai copié le binaire en question que le sujet nous donne.
dans mon Dockerfile, et donc je l'utilise parce que de toute façon je suis sur Mac, donc il a fallu que je me crée un environnement Linux. Donc voilà, donc file level 2, donc je fais la commande file que donc comme vous avez pu voir j'ai installé ici sur mon Docker avec le nom du binaire en question, et ça me donne en fait une bonne partie d'éléments. Déjà ça me renseigne un peu plus sur ce binaire. Là il y a pas mal de vocabulaire intéressant que vous allez pouvoir sortir et regarder sur Google en fait ce que ça veut dire, ce que ça signifie, etc. Et ça vous donnera déjà quelques pistes très faibles, mais malgré tout intéressantes. C'est un peu lorsqu'on met les pieds dans le plat, où on commence, on regarde, on tatillonne et on voit en fait ce que ça veut dire, etc. Et moi c'est l'une des premières commandes que j'ai commencé à taper pour voir ce qu'il en était. Donc là ça vous donne des renseignements un peu généraux sur le binaire, ce qu'il est, d'où est-ce qu'il provient, etc. Et où vous avez quelques informations que je vous invite tout simplement à regarder sur Google. Ça va assez vite au niveau des renseignements. Ensuite, vous avez ltrace et strace. Alors, hop, il faut mettre le point slash, sinon ça va pas marcher. Donc là, comme vous voyez, il se passe plein de trucs sur le terminal. Là, c'est, on va dire, toute la partie initialisation du binaire. Et ensuite, en fait, ça va lancer le binaire et donc l'exécuter comme si vous exécutiez un code en C. Et donc là, en l'occurrence, dans l'une des premières étapes que l'on va voir de ce binaire, il va te demander d'entrer une clé. Donc là, on va mettre n'importe quoi, juste pour faire avancer le fichier. Et ensuite, derrière, bon, tu as le programme qui s'exécute. Et en fait, ce que fait strace, pardon, hop, ça va apporter en fait des informations tout au long de l'exécution du code. Mais on va voir qu'il y aura une autre dépendance qui va vous apporter un peu plus d'informations. Mais on va dire que strace, ça peut être un outil qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires sur votre binaire en question. En l'occurrence, vous avez du coup un peu son copain qui s'appelle ltrace, qui apporte généralement un peu plus d'informations. Donc là, c'est toujours la même chose, il va exécuter le binaire et il va laisser des informations supplémentaires lors de l'exécution pour vous donner davantage de renseignements. Pour ltrace, c'est un peu le même principe que strace. Dans l'idée, c'est que ça va vraiment vous détailler en fait encore plus le comportement du code. Je vais pas pouvoir le faire sur cet ordi là parce que j'ai mal configuré ma chose et donc il va pas s'exécuter de la bonne des manières. Mais dans l'idée, ltrace va exactement comme strace exécuter le code étape par étape et il va fournir encore plus de renseignements que son prédécesseur. Je vous laisse vous renseigner davantage sur ces outils, parce que une fois qu'en fait vous avez le nom des outils, vous trouverez des renseignements un peu partout sur internet qui vous expliqueront davantage ce que ça fait et comment s'en servir. Mais dans l'idée, c'est surtout pour vous fournir les outils qui sont intéressants à utiliser. Moi je sais que ltrace par exemple m'avait beaucoup aidé pour résoudre ce problème et notamment comprendre un peu mieux ce qui se passait. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? On va dire que dans les prochaines étapes que j'ai pu faire, j'avais d'abord strings. Donc c'est pareil, c'est une commande que vous tapez comme ça, level 2. Et en fait, strings, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans votre binaire, donc encore une fois, partez du principe que c'est votre code en C, et il va récupérer toutes les strings qui traînent dans le code, qui pourraient avoir un sens, et il va vous les imprimer sur le terminal, ou alors vous pouvez lui demander de mettre le résultat dans un fichier directement. Moi c'est ce que j'ai fait du coup, et j'ai les résultats ici, parce que sinon sur le terminal c'est un peu le bordel, et il y a des choses qui peuvent être oubliées ou quoi. Donc là au moins on est sûr qu'il y a absolument tout. Et du coup ça retire tous les strings qui traînent dans le code source du binaire. Et ça vous les met du coup dans le dossier si vous les avez fait imprimer dans le dossier, ou sinon sur le terminal, c'est exactement plus ou moins la même chose. Et du coup derrière ça va vous donner beaucoup d'informations sur ce qui cache dans le code. En l'occurrence, vous avez les phrases de sortie, nope si le mot de passe que vous avez mis est pas bon, et ou sinon good job par exemple s'il est bon. Ça pareil, ça vous donne une indication, c'est un peu bizarre, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi c'est là. Ça aussi c'est très intéressant, ça vous donne davantage d'indications. Donc notamment ici en fait, pourquoi il y a un pourcentage 23S qui traîne par-ci par-là, c'est qu'en fait c'est dans la logique, comme vous voyez les strings qui sont mis, ils sont mis aussi dans un ordre qui est logique, il s'est pas mis n'importe comment dans tous les sens, etc. Et là par exemple, le please enter key, on comprend rapidement que c'est un printf qui se trouve dans le code source,
qui demande en fait littéralement à l'utilisateur d'entrer la clé, donc le mot de passe demandé. Et là tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce pourcentage 23S qui suit après? Et ben en fait c'est le scanf qui va récupérer le mot de passe utilisateur. Et en fait qu'est-ce que ça veut dire ce pourcentage 23S vulgairement parlant? Et ben c'est que il va venir récupérer au maximum 23 caractères et pas plus. Donc en tout cas il attend 23 caractères, c'est surtout ça. Derrière, vous avez plein d'autres informations. Ça peut être un peu le bordel, mais déjà, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez récupérer qui pourront vous aider, notamment aussi les fonctions qui sont utilisées. Et derrière, vous allez pouvoir retrouver dans votre code. Là, vous avez des noms de fonctions. Tu te demandes, mais qu'est-ce que ça fait là? Et pour la petite anecdote, du coup, c'est que là, vous vous retrouvez avec ça. Vous avez plein de fonctions qui sont utilisées et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a d'autres fonctions qui traînent, notamment... je vous avais montré celle-ci, vous avez aussi XXD, enfin des trucs, voilà, ça là. Et en fait, ce sont des noms de fonctions. Alors, pourquoi là, on pourrait le deviner ou sans trop le deviner avec ce fichier, mais il y en a d'autres. Avec, là, par exemple, la commande objdump. Donc, si je fais objdump ici, que je fais slash, enfin plutôt level, hop. Objdump, c'est grosso modo un décomposeur, si je me trompe pas. De toute façon, je l'ai noté, il me semble, ici pour avoir les termes exacts. Ah non, c'est un désassembleur, voilà. Donc ça désassemble le code. Et grosso modo, c'est ce qui va vous donner déjà une bonne idée de comment se construit le code en question, le code source relié au binaire, en fait. Et donc là, vous allez pouvoir commencer à voir des choses intéressantes. Et là, on commence à arriver vers le croustillant, vers le concret. Donc là, en fait, tout ce que vous voyez qui est écrit comme ça, c'est le nom de la fonction. Donc là, on a vu, on est passé devant des fonctions un peu plus haut. Vous avez memset, vous avez scanf, vous avez atoy, donc tout ça, ça vous dit quelque chose. Et en fait, là, vous allez pouvoir vous repérer. Vous avez une fonction no, donc ça, généralement, c'est pas comme atoy, c'est pas comme printf, c'est pas des choses qui sont... Donc c'est une fonction qui a été créée de toutes pièces. XD, pareil, c'est une fonction, mais pareil, ça veut rien dire. Ok, pareil, ok, nom de fonction, bizarre, je connais pas. Et vous avez la main, vous pouvez vous repérer. Et dans la main, par exemple, vous pouvez voir qu'à un moment, printf est appelé. Vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe d'autre, vous pouvez repérer d'autres choses, que la fonction flush est utilisée, même set également. Vous pouvez en fait vous amuser à commencer à essayer de comprendre parce que vous avez plein de vocabulaire, vous comprenez pas des chiffres de partout, enfin, c'est un peu le bordel, mais à la fin, vous commencez à construire une certaine logique d'observation parce qu'en fait, encore une fois, c'est quand même des choses qui sont distribuées dans un certain ordre, c'est assez organisé malgré tout, même si ça ressemble à rien parce qu'il y a plein de chiffres, plein de lettres, c'est un peu le bordel, mais ça reste organisé malgré tout et vous pouvez commencer à vous dépatouiller, à trouver une certaine forme de logique. Donc ça, plus le fait d'exécuter le code à côté avec ltrace, etc., vous commencez un peu à comprendre comment le code fonctionne, vous testez plusieurs entrées, vous voyez comment ltrace réagit et les informations qu'il donne à côté, parce qu'en fonction d'une entrée ou d'une autre, le code va réagir ou non. Et on va le voir de toute façon avec le code que je vais vous montrer. Mais du coup, c'est super intéressant. Là, on commence à comprendre que, ah putain, il y a la fonction strcmp, donc ça aussi c'est intéressant. Dans le reverse engineering, quand on regarde un code qui est désassemblé comme celui-ci, et qu'on tombe sur un strcmp, c'est là où en fait une bonne partie du code va se jouer, parce qu'en fait le strcmp va généralement comparer avec le mot de passe qui est attendu, surtout pour des niveaux assez bas en reverse engineering, donc c'est ça qui est super intéressant, et c'est là où on va essayer de venir observer ce qui se passe dans la fonction à partir de ça. Donc ça, par exemple, tu vas pouvoir le faire avec GDB, qui va te permettre à la fois d'afficher, d'avoir un support visuel sur où est-ce que tu te trouves dans le code, et à la fois observer le comportement du code en lui-même. Plus tu avances dans le code, plus tu passes les étapes. Je vais pas trop me pencher sur GDB parce que déjà je peux pas l'utiliser sur mon ordinateur. Même avec Docker c'est un peu chiant, ça me bloque. Donc je faisais avec les ordinateurs de l'école. Donc je vais pas pouvoir vous faire une démonstration. Il y a quand même pas mal de tutos qui sont sympas, qui vous expliquent un peu comment se familiariser avec GDB. Donc c'est plutôt cool. Après, je trouve que c'est un peu barbare, surtout, bon, là, avec le niveau actuel du sujet, il n'y a pas tant besoin que ça de se mettre à fond dans GDB, mais c'est toujours bien quand même de prendre l'outil en main pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez qu'il appelle la fonction OK, qu'il appelle la fonction no, donc encore une fois, tu dis OK, no, qu'est-ce que c'est? Et en fait, avec un peu de déduction, de l'observation, tu commences à comprendre un peu plus la logique du code, mais c'est pas fini, parce qu'on te laisse pas qu'avec ça. Là déjà, ça te donne un aperçu supplémentaire de ce que pourrait être le code de base qu'on te demande derrière de recréer en C. Donc, ensuite à ça, ce que j'ai trouvé qui est intéressant,
que je trouve sympa et dont je vous fais le partage, c'est qu'il y a des fichiers comme ça qui traînent, qui vous aident à comprendre un peu plus comment fonctionne GDB et comment ça servir. Donc vous avez des tutos déjà que vous pouvez trouver sur YouTube, et vous avez des fichiers comme ça, donc vous tapez sur Google GDB cheat sheets, et généralement vous allez tomber sur des PDF qui ressemblent un petit peu à ça et qui vous montrent un peu les commandes que vous pouvez utiliser sur GDB pour pouvoir l'utiliser au mieux en fait. Et donc je trouvais ça sympa d'en faire référence dans cette vidéo pour vous aider un peu mieux dans votre utilisation et prise en main de GDB, même si je vais pas vous en faire une démonstration dans cette vidéo. Ensuite, vous avez les décompilers que je trouve super intéressants. À partir du moment où j'ai trouvé ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment pas mal. Je m'étais perdue sur le YouTube américain à essayer de trouver des alternatives à GDB ou à compléter le travail de GDB parce que je trouvais vraiment l'outil atroce. Et du coup, en fait, en regardant un tuto d'un YouTuber américain, je découvre Decompiler Explorer, enfin plutôt docbolt.org pour le site en question. Et du coup, en fait, j'ai launché, enfin j'ai chargé le binaire. Donc vous avez juste à cliquer ici. Et derrière, en fait, il va vous proposer à travers plusieurs types de décompilers différents types codes qu'il arrive à recréer à partir du binaire. Donc c'est incroyable déjà. Juste ça, quand j'ai vu ce qu'il m'a fait comme travail, j'ai passé un step supplémentaire dans ma compréhension du code global. Parce que vous voyez, là, on se rapproche de quelque chose qu'on peut lire avec nos yeux, qu'on peut comprendre, qui se rapproche de ce que tu pouvais faire en C, par exemple. Et là, hop, tu comprends. Alors du coup, la fonction OK, ça ressemble à peu près à ça. Il y a un return, il y a un puts, good job, etc. T'as la fonction XD qu'on avait vue tout à l'heure. Et en fait, avec observation, tu te rends compte que c'est n'importe quoi cette fonction. Enfin, elle affiche un espèce de script en latin qui n'a pas vraiment de sens, avec des returns un peu bizarres, etc., un peu étranges. T'as la fonction no qui puts le nop, hop, quand tu te trompes de mot de passe et qui exit avec un exit code 1. Ensuite, tu as les fonctions un peu d'initialisation qui sont pas trop intéressantes pour nous. Nous, on va vraiment se focaliser sur les fonctions qui sont concernées, qui sont utilisées dans le code. On voit qu'il y a plein d'autres fonctions supplémentaires, XXD. Donc, on essaye d'observer ce qui se passe dans ces fonctions. Est-ce que c'est intéressant? Donc là, il y a un puts qui est mis avec, encore une fois, du latin pour XXXD. La fonction int ww, pareil, c'est à peu près le même principe à chaque fois. C'est, bon là, elle puts un good job, mais elle fait rien d'autre. Et en fait, toutes ces fonctions-là, et c'est là où tu soupires. En fait, tu vois déjà le nom des fonctions, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème et que 42 veut encore te faire une fois de plus. Et donc, tu commences à sentir la douille, en fait. Et en fait, tu vas revenir sur le hitmain qui est le plus important de toute façon quand vous faites du reverse engineering. Dans tous les tutoriels que vous verrez, ils vous disent à chaque fois vous calquez sur le main. Généralement, c'est un peu le point de repère parce que c'est là où commencent tous les codes. Et donc voilà, toi tu vas aller te pencher sur le main. Et en fait, tu vas voir que oui, il y a un appel à la fonction no, il y a un appel vers la fonction strcmp machin, t'as la fonction no et t'as la fonction ok. Donc en soi, généralement, tu fais tout le code et tu te rends compte qu'en fait, il y a deux fonctions, qui sont pas générales, comme un strcmp, un printf, etc. C'est des fonctions qui ont été codées purement et simplement. Donc t'as no et ok, mais après xd, xy, xd, etc., ww, comme on a vu précédemment, en fait c'est des fonctions supplémentaires qui ont été rajoutées pour troller, mais qui ne servent littéralement à rien dans le code en lui-même. Et du coup, en fait, c'était plus pour nous perdre qu'autre chose dans ce travail. Nous, notre focus, ça va être sur la logique en elle-même du binaire, qui nous permet de valider ou non le code, et de s'interroger aussi sur comment il est validé. Donc comment en fait, qu'est-ce qui se passe dans le code en lui-même pour choisir si un mot de passe saisi par l'utilisateur est bon ou pas. Donc voilà ce qui va nous intéresser. Et en l'occurrence, les fonctions qui ont été mises un peu partout dans le code pour nous perdre xxd, xd, ww, c'est juste des fonctions qui sont des fonctions poubelles. Elles ne servent à rien, mis à part à te perdre, à te confondre, à te frustrer. Donc là, on voit en fait que normalement, les trois fonctions qui vont nous intéresser, c'est la main, où tout va se passer en gros, la OK et la no. OK qui va print un message positif si tu as réussi à craquer le mot de passe d'une certaine manière, et la no si le mot de passe n'est pas valide. Donc là, c'est pas mal. Là, on arrive à quelque chose de sympa. Mais on a besoin de quelque chose un peu mieux. Alors moi j'avais regardé un petit peu tout ce qui se faisait, je comparais un petit peu les résultats de chacune. Bon déjà avec ça t'as une grosse compréhension du binaire, du code, etc. Et tu vas déjà pouvoir commencer à faire un certain taf et en fait construire ta réponse. Et donc à partir de là, moi, là où j'en étais,
c'était, si on repart sur le source C, voilà ce que j'avais réussi à sortir. Donc tu avais les fonctions où je m'interrogeais toujours et encore en me disant est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Est-ce que je les rajoute ou pas dans mon fichier. J'avais la fonction main où j'avais commencé à trouver ça, etc. Ok, no, good job, etc. Donc j'avais commencé à build ça. Et puis, lors d'un énième tuto qui m'expliquait un peu comment me servir de GDB pour faire du reverse engineering, je tombe sur la vidéo d'un américain qui parle de l'outil Ghidra, donc qui s'appelle Ghidra. Alors, je vais vous montrer tout de suite le tutoriel que j'ai regardé pour installer ce logiciel sur Mac, parce que du coup je suis sur Mac, mais vous avez aussi des logiciels d'installation pour ceux qui sont sous Linux ou sous Windows. Et ce mec explique de A à Z comment installer Ghidra, parce que c'est pas si évident que ça, vous verrez, il y a des trucs à faire, mais le tuto est relativement court, 4 minutes, et putain, qu'est-ce qu'il explique vraiment super bien. Donc, je vous invite à, si vous avez un Mac, à aller sur son tuto, que je vais essayer de mettre en description. Mais dans l'idée, au moins, vous avez le titre de la vidéo, etc., pour vous y rendre si vous voulez télécharger ce logiciel. Bon, ce logiciel, comment ça se passe? Vous avez des tutos assez rapides pour vous expliquer comment l'utiliser derrière, donc je vais pas en faire une démonstration. Mais grosso modo, comme pour le site web sur lequel nous étions tout à l'heure, j'ai chargé en fait le binaire sur ce logiciel Ghidra. Et en fait derrière, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te permettre d'afficher le code, mais avec encore plus de détails. Donc c'est super sympa. Là vous avez un peu l'affichage comme nous avions précédemment avec OBJDump, donc un peu comme ça, un peu lourd, quoi. On comprend pas trop tout ce qui se passe, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, là, le premier réflexe à avoir, à force de regarder les tutos, t'as cette espèce d'automatisme qui commence à naître, d'aller chercher directement la fonction main, parce que c'est là où tout commence, c'est là où on va pouvoir se repérer, on va comprendre un peu la logique du code. Et comment il se déroule étape par étape. Donc là, grosso modo, je vais commencer à chercher le main qui traîne par ici. On va essayer de le repérer ensemble. Là vous voyez que par exemple il parle de la fonction no, vous avez la fonction printf et là vous avez une main. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je vais cliquer, donc vous avez juste à cliquer dessus, en fait il va vous l'afficher sur le côté. Et là bas vous commencez à voir la fonction qui est relativement bien détaillée. Et vous, en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez faire la même chose avec tout le reste des fonctions, par exemple la fonction no qui va vous afficher, je clique 2 fois dessus et hop il vous l'affiche à droite. Et vous avez la fonction xd, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les fonctions, une par une, et que je les ai copiées dans un fichier C. Et en fait, j'ai commencé à faire... je me suis pas pris la tête. Comme j'avais à peu près compris que les fonctions XD, W, etc., ça servait à rien. Je les ai pas récupérées, je les ai toutes supprimées. Et je me suis focalisée sur le main, sur la fonction no et la fonction OK. Donc, là, on va passer au fichier intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai récupéré toutes les fonctions de Ghidra et je les ai foutues sur un fichier C. Donc il n'y avait pas forcément besoin de trop réfléchir sur ces fonctions, sur comment elles font, enfin comment du coup elles marchaient, quelle était la logique derrière, parce que c'est plus ou moins concret. Vous aviez la fonction puts que moi j'avais pas vu précédemment, mais qui est du coup une espèce d'équivalence un peu à printf. Donc voilà, qu'on retrouvait sur les traces que l'on avait récupérées en fait. Là par exemple, juste sous nos yeux, on a la fonction puts, et donc effectivement elle est bel et bien utilisée, et notamment pour ces parties-là du code. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, hop là, je vois une erreur, donc on va la régler tout de suite. Je vais d'abord sur Lightvein, et en fait ce que j'ai commencé à faire, parce que sur Ghidra, comme vous pouvez le remarquer, c'était plus, comment dire, évident avec la fonction main. On voit que dans la fonction main, il y a plein de variables. Mais des variables avec des noms absolument affreux, qui veulent rien dire, tu comprends rien. Et en fait, pareil, là, la logique et l'automatisme que je vais vous inviter à prendre, quand vous avez ce genre de choses qui apparaissent, c'est petit à petit, comme à l'époque, quand on débute, on va venir en fait lire le code et essayer de se repérer. Par exemple, au fur et à mesure, je vais commencer par la première variable, par exemple, que je vois dans le code, et je vais observer son comportement, à quoi elle sert dans le code. Donc petit à petit, je vais commencer à lire le code, je vais voir qu'il y a un printf, ok, donc intéressant, je comprends qu'il imprime le message sur le terminal. Ensuite, je vois qu'il y a un scanf,
qu'il y a une première variable. Alors les variables par exemple de base du coup elles s'appelaient pas user input, elles s'appelaient local39. Donc ce qui va absolument rien dire. User input c'est un peu plus précis. C'est d'accord, c'est donc le mot de passe que va rentrer l'utilisateur, l'input donc. Ok, donc là c'est concret, ça a du sens. Pareil, là c'était un autre nom de variable, c'était peut-être local 18b, ça veut rien dire. Read par contre c'est plus concret. Ça m'informe s'il n'y a pas eu d'erreur en fait. S'il y a une erreur et donc que read n'est pas égal à 1, donc une erreur de lecture scanf, bah alors du coup je sais qu'il y a eu un problème. Et donc s'il y a eu un problème, et bah hop, j'envoie sur la fonction no, et la fonction no qui va dire que bah du coup ça marche pas, le mot de passe n'est pas valide. Du coup ensuite on va pouvoir voir user input, et là en fait on commence à se plonger dans la logique du code. La logique du code en elle-même, où pareil elle n'était pas claire, parce qu'au lieu de user input j'avais local39 avec un crochet 1. Je me dis mais what, mais alors c'est quoi local39 avec ça? Et en fait en renommant local39 en user input, déjà c'est plus concret, parce que j'arrive ici et je vois que local39 que j'ai remplacé par user input, et ben en fait c'est beaucoup plus clair. Donc là en fait je suis sur l'input, donc le mot de passe qu'a saisi l'utilisateur, et je me mets sur le deuxième index. Et je vérifie s'il est égal à 0 ou pas. Donc si c'est égal à la valeur 0. L'index, le deuxième index, c'est-à-dire l'index 1 du string, n'est pas égal à 0, bah, je vois qu'il m'envoie directement vers no. Ça veut dire que le mot de passe n'est pas valide. Ça veut dire que le deuxième index du mot de passe que je dois saisir doit être obligatoirement 0, sinon c'est faux. Hop, on augmente un petit peu plus la compréhension de la logique du code. Et en fait, on va juste en dessous et on remarque que c'est exactement la même logique qui est faite. Mais là, sauf que là, il regarde le premier index. Donc en fait, je comprends rapidement que si mon mot de passe si je veux que mon mot de passe soit valide, eh ben, il faut que je commence mon mot de passe par 2-0. Ok, donc là déjà, on commence à comprendre un peu plus. Là ensuite, je vois qu'il y avait un fflush stdin, donc de base, il était inscrit comme ça sur le code que j'ai récupéré. Et en fait, en te renseignant, tu comprends que tu peux récupérer en fait... Enfin, comment dire. Là, cette fonction elle a juste pour but de vider le cache, enfin le tampon d'entrée, donc l'input, le stdin, tout simplement. Et donc, bon, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant, mais du coup, là, il t'explique que du coup, il vide le tampon d'entrée pour clear absolument tout et pour qu'il n'y ait pas d'erreur, que l'utilisateur re-rentre entre-temps de nouvelles données qui puissent corrompre le mot de passe ou que sais-je. Donc ok, toujours intéressant, on continue dans la compréhension du code. Ensuite, vous avez Memset qui va s'occuper de créer en fait le mot de passe. Parce que là, du coup, la logique, c'est que l'utilisateur va rentrer un mot de passe. Et à côté de ça, le programme va créer un autre mot de passe qui va se servir du mot de passe utilisateur, le transformer et le donner à ce nouveau mot de passe final. Et en fait, du coup, pareil, je comprends qu'il y a une nouvelle valeur qui rentre. Valeur finale, pourquoi j'ai nommé comme ça? Parce que en lisant en général le code, je me rends compte que cette valeur finale-là, donc qui s'appelait local D par exemple, et ben cette valeur-là va être comparée avec strcmp à un mot concret. Donc je me dis, ok, donc ça c'est la valeur finale. Mais je me rends compte que la valeur finale, c'est pas l'input utilisateur. C'est deux choses différentes, deux choses distinctes. Donc je comprends qu'il va se passer un truc dans le code. Donc valeur finale. Valeur finale, ça veut dire que c'est le mot de passe final qui va être comparé avec un mot. Donc je me dis, lui aussi, il faut que je fasse attention parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe derrière. Et donc là, cette variable qu'il va créer, qui pour l'instant n'est initiée à rien, va être remplie avec des \0, des nuls, va être initialisé les 9 premiers octets à 0. Donc c'est intéressant. Sachant que valeur finale, si on va dessus, bah on voit que le code C nous montre qu'il a été initialisé avec 9, il est de taille 9 en fait tout simplement. Donc là tu te rends compte que derrière il va remplir avec des \0, donc il va charger avec des \0. Et enfin que valeur finale, le premier caractère qu'il va lui donner c'est un D. Et tu commences à comprendre une certaine forme de logique, tu te dis ok, donc moi le code que je rentrais en tant qu'utilisateur doit commencer par 2-0, mais la valeur finale qui va être comparée, qui pour l'instant n'a rien à voir avec le code que moi j'ai rentré en tant qu'utilisateur, donc le mot de passe que j'ai rentré, mais le code final qui va être comparé, ça commence obligatoirement par un D quoi qu'il se passe. Ok, intéressant. Ensuite, on voit que il y a, alors de base encore une fois sur le code basique, c'était par index input, c'est moi qui l'ai modifié pour lui donner un nom qui me paraît plus cohérent, mais ça devait être encore un truc qui n'avait aucun sens, genre ivar ou un truc dans le genre. Si on va là-dessus, hop,
ça devait être un nom de variable mais absolument dégueulasse comme local 18 ou alors, bon là j'avais déjà commencé à renommer, mais voilà, des bvar, des ivar, des trucs qui me faisaient en tout cas, qui ne donnaient pas vraiment quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc index input, c'est l'index qui va se balader sur l'input utilisateur, c'est-à-dire le mot de passe que moi en tant qu'utilisateur j'ai saisi. Et je vois qu'il est initialisé à 2 dès le départ. 2 pourquoi ? Parce qu'il saute en fait les 2 premiers zéros qui sont obligatoires dans la saisie du mot de passe, comme on l'a vu précédemment. Le mot de passe doit forcément commencer par 2 zéros. Et en fait, je vois que l'index se place juste après ces 2 zéros. Donc hop, encore une fois, une nouvelle compréhension du code, on avance. Ensuite, je vois qu'on est dans une boucle infinie, avec une certaine démarche qui va se créer. Tout simplement, la valeur finale, donc celle qui va être comparée avec strcmp, je vois que on va récupérer la len de cette variable, donc qui au départ, je le rappelle, est juste d, donc est juste de 1. Derrière, on va avoir une variable, parcours de l'input qui prend la valeur 2 si début l'indexation de la chaîne. Donc index input, ça va prendre, là en l'occurrence, oui effectivement on est à 2 parce qu'on a sauté les 2 zéros, et donc là on va avoir le parcours de l'input, donc un integer qui va prendre la valeur de l'indexation sur lequel on est au moment de la boucle qui est infinie en fait, pour voir à peu près où on se repère. Donc là on commence à comprendre, il récupère l'index de l'input sur lequel je me situe, et il va nous servir peut-être probablement à parcourir l'input. Ok. Je vois qu'il y a l'utilisation d'un boolean dans le code, donc plutôt que de créer, encore une fois, avoir un nom de variable qui veut rien dire, moi, concret, hop, je mets boolean, et je vois qu'il est mis à false. Ok, intéressant. Ensuite, là, je vois qu'il y a un check qui regarde si, tant que la len de la valeur finale, donc encore une fois, je rappelle, la valeur qui va être comparée à la fin, à la toute fin, est plus petit que 8, et on rentre dans cette condition, et ensuite, len prend une nouvelle valeur qui est la len de l'input que moi j'ai saisi, donc du mot de passe de base que j'ai saisi. Et donc là, je vais modifier la valeur ou non d'ailleurs de mon boolean de base que j'ai initialisé à false. Et en fait, je regarde, c'est tant que le parcours de l'input n'est pas arrivé à la fin, c'est-à-dire de le user input, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas regardé tous les caractères du mot de passe que j'ai saisi, donc du mot de passe utilisateur que j'ai saisi, la boolean reste à false. Parce qu'en fait, du coup, cette condition est fausse. Donc si je vois que la boolean n'existe pas, enfin là en l'occurrence du coup elle va rester, elle va se mettre à vrai plutôt, parce que là du coup elle est false, mais donc le parcours de l'input est plus petit que len parce qu'on n'a pas encore traversé toute la chaîne, du coup hop, le parcours de l'input est bien plus petit que la len totale, donc boolean est true. Mais par contre, du coup, si on arrive à la fin, et que du coup la len est égale au parcours de l'input, c'est-à-dire qu'on a parcouru toute la chaîne de caractères, la boolean se retrouvera à false, et donc là ce sera le moment de quitter la boucle infinie. Ensuite, il y a une autre partie du code où on apprend un nouveau comportement en fait, qui va être fait, et donc là qui nous apporte encore plus de clarté sur ce qui se passe dans le code. Donc on voit que là on a, alors bon ça c'est moi qui l'ai rajouté, qui l'ai un peu modifié pour avoir un code encore plus lisible que ce qui était fourni de base par Ghidra, et d'ailleurs je vous invite à faire ça, si vous avez des endroits où vous pouvez l'optimiser, optimisez-le. Là en l'occurrence j'aurais pu l'optimiser un peu partout, mais j'ai pas voulu trop prendre la tête et juste l'optimiser là où j'avais vraiment la volonté de l'optimiser quoi. Donc là en l'occurrence la logique, qu'est-ce que c'est que une fois que, je le rappelle, on a sauté les 2 zéros de base qui sont obligatoires pour la saisie du mot de passe, et on se situe du coup sur l'index numéro 2, c'est-à-dire la 3e valeur de votre chaîne de caractères. Et en fait, on se rend compte que le code va fonctionner de 3 par 3. Je rappelle, je crois que c'est pourcentage 23 qui est demandé, donc on vous demande 23 caractères, pas plus dans le code. Et que le code fonctionne par 3. C'est-à-dire qu'il se place donc après les 2 zéros, et que là il va venir chercher les 3 valeurs. 3 par 3 par 3. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces valeurs? Donc on le met dans un tableau, dans un string plutôt, et donc on finit le string par \0 pour qu'on n'ait pas de problème derrière, et on met nos 3 valeurs qui se suivent. Donc après les 2 zéros, on prend les 3 valeurs, on le met dans le string, et ainsi de suite avec les 3 prochaines, et ainsi de suite. Ensuite on va appeler atoy, et on va mettre le trio. Encore une fois, comme vous voyez, une variable, il faut qu'elle soit simple, claire, concise. On y va, on lit le truc, on sait où on en est dans le code. Donc là, j'envoie le trio à atoy.
parce que en fait c'est la logique du code, encore une fois. Et Atoy, pour rappel, il prend une chaîne de caractères et il renvoie un integer. Donc là, en l'occurrence, il va juste me ramener en int les trois, le string, donc qui compose les 3 chiffres en caractère ASCII, et il va me le renvoyer en integer. Et il va le mettre dans un integer qui s'appelle atoy_result. Encore une fois, je m'embête pas, je veux que mes variables elles soient compréhensibles. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? La valeur finale, on va lui mettre à l'index sur lequel je me situe au départ, qui est, donc je rappelle, le premier index est, le premier caractère est D, qui a été mis par défaut, et là l'index, donc I, est égal à 1, et non pas 0, parce que 0 c'était là où il y avait D, et ils font commencer l'indexation dès le chiffre 1, pour le positionner déjà dès le deuxième caractère. Et donc en fait, le chiffre, le caractère, parce que là du coup on va le mettre en caractère, le caractère ASCII du résultat en integer que l'on a passé à Atoy, là c'est vraiment, ils te font passer par tout un petit parcours pour au final quelque chose de très très simple, mais du coup il prend le résultat Atoy qui est égal à 3 chiffres, ces 3 chiffres en langage ASCII, si on fait un petit man ASCII, pouf, pour comprendre toujours plus la logique, vous allez aller ici, et là par exemple si j'obtiens 105 par exemple, 3 chiffres c'est 105 et c'est un I, et ben du coup il chargera le 105 qui deviendra un caractère, et en fait si je prends la valeur 105, en ASCII ça donne I, et du coup en fait plutôt que de mettre 105, et ben le string prendra la valeur I, tout simplement. Donc là hop ça renvoie, et donc ça transforme le nombre en une lettre, ou en tout cas en son équivalent ASCII. Et enfin, l'index qu'il y avait pour l'input, je lui fais un +3 pour sauter les 3 caractères que l'on a déjà traités. Et donc en fait, si par exemple j'ai mis 123 et que le prochain trio qui suit c'est 145, je skip jusqu'au 1 du 145. Voilà. Et en fait, du coup, ça va prendre tous les 3 chiffres jusqu'à ce que ce soit fini. Et il va me les mettre dans la valeur finale. Donc si vous avez bien compris et suivi jusque-là, il va prendre les 3 chiffres, en faire une lettre, et ensuite il va se positionner sur le début des 3 prochains chiffres, et l'index pour la valeur finale, il va juste incrémenter de 1. Donc hop, on se déplace à chaque fois. Les 3 prochains pour l'index prochain de la valeur finale. Et on remplit avec des lettres grâce aux 3 chiffres à chaque fois qu'on récupère. Et en fait, à la fin, ce qui va être fait, c'est bon, toujours on met le petit backslash 0 pour qu'il n'y ait pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'on va venir comparer la valeur finale avec le mot de la bérée. Et si c'est good, c'est-à-dire si le résultat que nous on va mettre dans la variable, bon, là on a pris Atoy mais ça aurait pu être un peu plus propre, créer une variable juste pour récupérer le résultat, et derrière en fait on va voir si le résultat est égal à 0, ça veut dire que les deux valeurs comparées sont les mêmes, la valeur finale et le mot de la bérée, enfin je sais pas d'ailleurs comment ça se lit mais je le prononce comme ça. Et si donc le résultat est bon, c'est-à-dire que les deux valeurs comparées sont les mêmes, hop, on part dans la fonction OK. Sinon, on part dans la fonction no. Et du coup, voilà à peu près la logique du code. Et donc, comment on arrive à cette réflexion-là, de craquer le mot de passe derrière? On va aller jusqu'au bout, hein, quitte à faire. Donc, là, je vous ai fait un résumé en gros du code en lui-même. C'est-à-dire que, obligatoirement, ton mot de passe commence par de 0, qui ne doit pas excéder les 23 caractères comme on l'a vu avec scanf. Alors ça, c'est bullshit. D'ailleurs, on s'en fiche. C'est pas ça. Le résultat Atoy de ce car est ajouté à la suite de la chaîne finale, donc comme je vous l'avais dit. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que d'abord, pour la valeur comparée de base, ça commencera toujours par D. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire et rentrer en input, c'est 2 0, et ensuite le nombre ASCII de E, le nombre ASCII de L, le nombre ASCII de A, de B, de E, de R, de E, et on va le rentrer en input. Et donc, là, c'est à peu près ce que je vous ai expliqué juste avant. Voilà ce que ça donne pour la réflexion. Et derrière, en fait, on arrive à comprendre que le password, le bon password, c'est celui-ci. Et donc, si on le teste derrière, dans notre... Hop. Boum, ça fonctionne. Donc voilà, toute la démarche à peu près, comment j'ai fait, comment je me suis débrouillée pour le reverse engineering, toutes les
les petites astuces et les petits automatismes à commencer à développer pour résoudre ce genre de choses et que ce soit un peu plus logique pour vous. Voilà à peu près une étude de cas d'un reverse engineering et comment on peut se débrouiller à travers le craquage d'un mot de passe avec seulement un fichier binaire au départ. Je vous ai fourni quelques outils, une espèce de démarche, comment on peut tout simplement faire un travail qui nous permette de développer une bonne logique et de comprendre ce qu'on fait, et pas juste de tâtonner du bout d'un bâton pour voir un peu ce qui se passe et espérer qu'on tombe sur le bon résultat. Là, vous avez une bonne démarche de A à Z. J'espère qu'elle vous a aidé, que vous soyez à 42 ou pas, juste à comprendre un peu plus comment on peut se débrouiller au niveau du reverse engineering, et puis surtout à vous servir des outils que je vous ai montré. Donc vous avez GDB que j'ai pas pu vous démontrer en live mais qui peut être intéressant, sachant que vous avez pas mal de tutos sur YouTube, mais que j'aime moins parce que je le trouve quand même il n'est pas forcément très explicite en termes de choses à retirer. Ça reste quand même du langage qui est très brut, on va dire, tandis que là vous avez le décompiler Explorer, enfin docbolt.org, qui est super useful je trouve, et puis Ghidra qui est d'autant plus en fait en termes de compréhension et qui moi m'a aidé à finaliser ce sujet. N'oubliez pas aussi tous les petits outils que je vous ai montrés en début, que j'ai utilisé, enfin que j'ai téléchargé via le Dockerfile, qui est quand même super intéressant, notamment OBJDump qui aide vraiment, et Strings qui aide aussi également vraiment beaucoup à commencer à comprendre la logique du code. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description si vous voulez télécharger directement tout ce que je vous ai montré pour avoir un peu la démarche sous les yeux. Voilà.